Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui pour m'accompagner il y a Hugo. Salut. Élise. Salut. Et Bastien. Salut à tous et bonne année. Pour cet épisode super fetch, on s'est intéressé à Lolita malgré moi et à son remake Mean Girls Lolita malgré moi, sorti en 2024. C'est parti. Alors, Lolita malgré moi, déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce titre tout pété ? Putain, c'est ça la version française ? Ouais, c'est même pas québécois. Ouais. Ah, tu savais pas le titre français ? Non, je m'étais arrêté à Mean Girls en fait. En québécois, c'est Méchante ado. Méchante ado, ouais. C'est déjà un peu mieux. Ça sonne Ouais. mal, mais... Bah, c'est pas très beau comme titre, mais ouais. Voilà. Mais oui. Donc, c'est une comédie américaine sortie en 2004 et écrite par la géniale Tina Fey. Pour ceux qui la connaissent pas, elle est connue pour son travail au Saturday Night Live et aussi son rôle dans 30 Rock. DS. Du coup, elle est tombée sur un best-seller aux États-Unis qui s'appelle Queen Bees and Wannabes, écrit en 2002 par Rosalind Wiseman, et qui en gros est un bouquin de développement personnel qui est censé guider les parents d'adolescentes afin de les aider à survivre au clan, au gossip, aux petits copains et toutes les autres réalités un peu compliquées du lycée. Oh la vache. Bref, Tina Fey, elle parle de ce livre directement à son producteur du SNL qui achète les droits avec Paramount, et donc Tina devient scénariste sur le projet. Et pour combler la partie fictionnelle qui était absente dans le livre de base, elle choisit de distiller plein de petites choses de sa propre vie, donc tout ce qu'elle a vécu, elle, en étant adolescente, quoi. Ok. La réalisation du film, elle est confiée à Mark Waters, qui a réalisé Freaky Friday l'année d'avant, avec Lindsay Lohan dans le rôle titre, et qu'on retrouve justement là dans le rôle principal de Mean Girls. Chouette film. Bah d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais à la base, Lindsay Lohan, elle voulait le rôle de Regina George, mais tout le monde a eu peur justement que son image de Disney Girl soit un peu écornée. Donc elle s'est ravisée pour jouer le rôle plus sympa de Cady Heron. Ça se prononce Katie en fait. De Cady Heron. Katie, ouais. Cady. Et sinon, ils avaient aussi pensé à 2 autres actrices pour ce rôle. Alors, essayez de deviner qui. Alors, en pensant à une actrice qui allait devenir hyper bankable dans les années 2000 grâce à un film teen. High School Musical, c'est Vanessa Hudgens. Non. Ah, Twilight. Ouais, c'est Non, ça. sérieux Kristen Stewart. ouais, remarque. Why not? Ils avaient pensé à elle, mais aussi à Michelle Trachtenberg, l'insupportable putain, Dawn de dans Buffy. Ouais. Ouais, voilà. Ok, ouais, ça... Alors, elle était bien. Ouais, ouais. elle aurait été bien. Ouais, Elle aurait été bien. je suis d'accord. Et du coup, pour jouer la reine des méchantes, c'est Rachel McAdams, l'actrice de N'oublie jamais, qui décroche le rôle, alors qu'elle avait quand même 26 ans à l'époque. Attends, quoi? Ouais. Elle les fait pas du tout. 26 ans, ouais. Ah Bref, ouais. on reparlera du casting plus en détail dans le déroulé, mais en tout cas, avec son budget de 17 millions de dollars, il en a rapporté 130 millions à l'international. Wow. Donc c'est Ah, un c'est pas mal. véritable carton au box-office. Ouais. Et il a gagné 3 Teen Choice Awards et 2 MTV Movie Awards. Alors Bastien, si tu veux bien, je te laisse résumer le film. Alors, Cady Heron, pour bien le prononcer, a 16 ans. Jusqu'ici, elle grandissait en Afrique avec ses parents zoologistes, mais cette année, son monde va totalement changer, puisqu'elle déménage et intègre pour la première fois de sa vie un établissement scolaire aux États-Unis. Elle découvre vite les règles sociales impitoyables du lycée, dominé par un groupe de filles populaires dont la manipulatrice Regina George. Encouragée par ses nouveaux amis, Janice et Damian, Cady va infiltrer le groupe des plastiques pour mettre fin au règne de Regina et de sa clique. Merci. Avec le temps, le film il a atteint le statut de film culte. Il y a même une journée, le 3 octobre, qui lui est dédiée sur les réseaux sociaux, en référence à la date où Aaron, le crush de Cady, lui demande la date pendant un cours de Ah maths. oui. Nice. Et il y a même eu un spin-off téléfilm, Lolita malgré moi 2, diffusé en 2011. Est-ce que quelqu'un l'a vu ou... Alors, jamais. Non, pas du tout. Je me suis pas Non, lancé. moi j'en avais là-dedans. jamais même entendu parler. Donc, Ouais. Bah, vu que ça a bien marché, je suis même étonné qu'il y ait eu un DTV. C'est vrai que c'est quoi. assez étonnant, Ça aurait pu être carrément une suite, mais bon. Justement, en 2013, Tina Fey, elle écrit la comédie musicale Mean Girls pour Broadway. Ah, c'est elle aussi qui l'a écrit. Ah, elle a vraiment tenu le projet. Ah, génial. Et justement, le spectacle, il cartonne et il est nommé pour 12 prix aux Tony Awards, qui sont l'équivalent des Oscars, mais pour le théâtre. Et 10 ans après ça, du coup, Paramount et Tina Fey annoncent pour les 20 ans du premier film Mean Girls l'adaptation en film de la comédie musicale. Nice. Donc à la base, c'était surtout pour faire du contenu original sur la plateforme de streaming Paramount+. Mais vu qu'il y a eu un gros succès dans les projections test, Paramount Pictures a choisi de sortir le film en salle. Ok. Ok. Et le film, il a été réalisé par le couple Samantha Jane et Arturo Pérez Jr.,
qui sont connus pour leur expérience dans la création de contenus musicaux et de visuels assez innovants. Tina Fey, elle est au scénario, donc elle se base sur celui de la comédie musicale, qui est lui-même basé sur le film original. Lord Michaels, le producteur du film original, il reprend son rôle de producteur. Et on a aussi René Rapp, donc, qui jouait Regina pendant 1 an dans la comédie musicale, qui reprend son rôle dans le film. Ah, donc à votre avis, c'est un top ou un flop ? De quoi, le remake ? Ouais, le remake. Il a cartonné. Aux États-Unis, je crois que ça a cartonné. Il a dû cartonner. Ah ouais ? Il rapporte 104 millions pour un budget de 36 millions. Et pour vraiment parler de succès, il faut que ce soit 3 fois plus. Là, c'est un petit peu moins. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus un énorme succès, un gros carton comme le premier, quoi, évidemment. Ouais. Alors, la plus grosse différence entre les 2 films, c'est que le remake, c'est une comédie musicale. Vous avez aimé ce changement ou pas ? Ben, j'adore les comédies musicales et j'avais complètement zappé que ce remake, c'était une comédie musicale. Alors, si je peux me permettre, le marketing, justement, avait un peu effacé le côté musical. Quand on regarde les bandes annonces et tout, c'est pas forcément méga mis en avant. Et en fait, comme il y avait eu tous les flops de Cats et compagnie, ils avaient eu super peur de le vendre comme une comédie musicale. Ah ouais. Le trauma. Le trauma de Cats. Non mais tu vois, ça fait sens, Élise, que t'aies pas eu vraiment en tête que ça allait être une comédie musicale alors que t'avais entendu parler du film. Bah oui, mais je vous le dis, au début, ça chante direct. Je dis, mais attends, j'ai bien mis le bon film. J'ai eu un doute à un moment. Après, je sais pas vous, mais j'ai pas vraiment adhéré aux chansons. J'en ai pas une qui m'est restée, en tout cas. Non, les chansons sont pas très marquantes, en fait, je trouve. Alors, je suis pas plus que ça fan des comédies musicales. Celles que j'aime bien, je les compte sur les doigts de la main. Mais j'y allais avec un bon a priori parce que je trouvais que le matériau de base s'y prêtait plutôt pas mal. Je suis d'accord. Effectivement, transformer les atermoiements adolescents en chansons qui deviennent en fait des discussions internes, ça peut carrément fonctionner, etc. Oui. Le résultat, est pas dingue. Alors après, et je pense qu'il y a un truc bancal, clairement, entre passer d'un film à une comédie musicale pur jus, à repasser à un film qui réintègre des chansons d'une comédie musicale. Enfin, pour moi, il y a un mélange là qui effectivement fonctionne pas super. Un peu et bancal, je trouve que les chansons sont parfois plaquées de force. Et comme on disait, moi, les chansons m'ont pas marqué. Il n'y a pas d'air qui m'est spécialement resté en tête ou de me dire, ah bah tiens, là, c'est bien. En plus, j'en sais rien. On est sur une simili-cover de je sais pas quel artiste actuel ou un truc comme ça. Moi, j'adore celle de I'm Regina George. Genre, j'ai été obsédée. Alors, peut-être c'est parce que sûre que t'allais aimer. Tu l'as commencé avec. Hier, j'étais en boucle dessus. Non, mais c'est vrai, quand j'y pense, c'est la seule qui m'est restée. Mais bon, je vais pas l'écouter en boucle. Écoute-la 2 fois et tu vas être obsédée. J'écoute 2 fois, écoute. Moi, je suis bon public des comédies musicales. Hein. Du coup, j'ai bien aimé. Les musiques qui me sont restées, c'est la musique d'Halloween et aussi la Revenge Party. Oui. La Friend Revenge Party. J'ai bien aimé ces 2 morceaux, ils sont cool. Et comme le dit Bastien, je trouve que c'est vrai que ça se prête bien. Et même le début, l'ouverture en Afrique et tout ça, dans la version de la comédie musicale, je trouve ça cool. C'est grotesque presque. Je trouve ça cool qu'ils aient mis ce passage. Après, j'ai jamais été spectateur, par exemple, de High School Musical. Donc, mais je trouve que l'environnement musical d'un lycée, enfin, tu vois, ça se prête bien. C'est déjà ancré un peu dans les... Oui, c'est vrai, Glee ou tout ça, quoi. Il y a Glee qui est passé par là, Mais moi, c'est pour ça, je pense que j'ai eu du mal. À l'époque, j'aimais beaucoup High School Musical et Glee. Mais après, je vous rejoins dans le sens où c'est vrai que ça s'y prête bien en termes de décor, de faire chanter des élèves dessus, quoi. Mais ton point de vue se défend, Alice, parce que si toi, t'as en valeur de jugement High School Musical et Glee, c'est peut-être un peu dur de comparer par rapport à d'autres trucs. Et c'est ça. J'ai pas un œil frais, on va dire, sur la chose. Moi, ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est les moments qui sont vraiment des clips. Non seulement il y a la musique, mais il y a aussi tout l'aspect visuel. Et la soirée d'Halloween, je la trouve assez marquante, parce que le côté t'as la musique mannequin qui s'éteint, qui se déplace. Voilà, exactement. Il y a des bonnes ça idées. fait presque du coup film d'horreur à l'intérieur. Ça m'a fait un peu penser en mode Euphoria, mais ultra calme, quoi. Oui. Mais dans les couleurs, je parle, en tout cas dans l'ambiance qu'ils voulaient mettre à certains moments, c'était... je trouvais que ça rajoutait un peu de couleur. Ça fait une lumière très théâtrale, quoi, très scénique. C'est ça. Et en même temps, ça fait avancer le récit, quoi. Parce que ça sert que aux personnages qui chantent, mais derrière, quand même, on en sait plus sur eux et ça les fait avancer. Je suis d'accord sur ça, parce qu'il y a des moments où la musique joue vraiment sur l'intention de la scène. Et je pense à la scène où quand Regina va se faire éjecter du groupe, quand elle arrive dans la cantine, t'as tout un cœur qui s'augmente et ça fait presque un petit moment Carrie, tu vois. Enfin, quand elle arrive dans un truc, tu sens qu'il va se passer un truc. Je suis désolée, Regina.
Tu peux pas manger ici. Mais peut-être que ça élimine certains développements de caractère de personnages. Je pense à Karen, Ouais. par exemple, le personnage est un peu unidimensionnel, et je trouve que Oui. j'ai pas trouvé cette caractérisation de personnage dans le remake. C'est tout. Bah, c'est vrai que dans l'original, on a le point de vue de Katie avec sa voix off, ses pensées, etc. Et on est vraiment avec elle et on voit un peu tout ce qui se passe de son Yep. point de vue. Et c'est clairement une narration à la première personne. Voilà, clairement. Et ça nous permet de comprendre son cheminement, en fait. Pas de comment elle passe de la nana girl next door à la mean girl, en fait. Même si le premier film sort pas de la grille de scénario de à peu près n'importe quel teen movie des années 2000. Oui. C'est-à-dire que vraiment, tu coches les cases, pas à la minute près, mais on n'en est pas Oui. loin. Ouais, Du, complètement. voilà, du personnage qui va s'adapter à un nouvel environnement, qui va monter un plan, qui va échouer. Enfin bref, tout ça pour revenir à une morale finalement assez basique. Mais là où le film est malin, le premier en tout cas, c'est qu'il arrive à pervertir un petit peu tout ça en mettant vraiment des idées assez méchantes, quoi, assez cruelles Oui. à l'intérieur. Et c'est là qu'on ressent Tina Fey, en fait. Elle est subtile pour développer des personnages dans des pics de phrases qu'ils vont avoir, qui est totalement en dehors de l'autre, qui te fait sortir presque du quatrième mur Ouais. parfois. Mais c'est vrai que du coup, dans le remake, le fait de perdre ce point de vue-là de Katie et d'avoir un changement de point de vue sur Damien et Janice, qui clairement nous racontent une histoire, on est au spectacle, là ça fait vraiment vous rentrer dans la comédie musicale, quoi. Ils ont Ouais. gardé ça. Ouais. Ouais, c'est la même chose, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Dans la comédie musicale de Broadway, c'est eux qui racontent l'histoire de leur point de vue à eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on perd Caddy de vue. C'est vrai. Bah, on perd le regard sociologique, voire anthropologique, en fait. Ce qui est amené dans l'original. D'ailleurs, c'est assez rapidement, hein, dès qu'elle arrive au lycée, il y a un plan où elle regarde les élèves et en fait, ils sont caractérisés comme des Les animaux de la jungle. On parle tout de suite de la jungle. Et du coup, il y a un côté regard en décalage pour analyser tout ça. Qui fait écho à ses parents et elle et sa propre façon de grandir, quoi. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas, tu vois, c'était malin, d'autant plus que, sachant les origines du film, un livre qui est un commentaire sur justement cette faune qu'est le lycée, je trouvais ça plutôt pertinent, mais c'est vrai qu'avec le remake, voilà, là où en fait les chansons devraient prendre plus de place pour peut-être apporter ce commentaire et tout, bah, elles le font peut-être de manière un peu maladroite, mais en tout cas, on perd un investissement tout de suite dans le film. Une vision, quoi. Ouais. Pour essayer de séduire un nouveau public, notamment cette nouvelle génération, qu'est-ce que vous avez repéré qui a été mis en place dans le remake ? J'ai des références des acteurs dans le premier film. Par Ouais. exemple, le père, je vois que c'est le géniteur dans The Janitor dans dans Scrubs. Scrubs. Je connais Lindsay Lohan, je connais Mike Adams. J'ai juste aucun repère dans le remake, à part Tina Pareil, Fey, ouais. parce que c'est pas des acteurs de films de ma génération. Ouais. Et c'est là où tu vois vraiment le gap, j'ai envie de dire, film culte de la génération Millennium, et peut-être tentative de réadapter ce film pour une Gen Z qui a d'autres repères et d'autres clichés. Ouais, non, mais complètement. Après, en tout cas, voilà, ils essayent de coller au côté hyper connecté. Ouais, les toutes premières images, on est sur du format horizontal de téléphone. Vertical. Ou vertical, oui, pardon, de téléphone. Ils font une story TikTok. C'est à la fois une évidence et après, est-ce qu'il faut absolument faire comme ça au cinéma? J'en sais rien. Ouais, c'est exactement la réflexion que j'avais, c'est-à-dire que ça me paraît presque obligatoire, mais en même temps, est-ce que Ouais, c'est... est-ce que t'es obligé? Faut le C'est faire. difficile. Le cinéma n'a pas encore trouvé la manière exacte d'intégrer ça. le téléphone. Je suis d'accord que je trouve ça maladroit l'utilisation des réseaux sociaux parce que ça fait un peu trop cliché. Par contre, je trouve qu'elle est bien utilisée dans l'ouverture de la musique d'Halloween. Ah oui, quand elle se prépare chez elle pour la soirée. Ouais. De se rendre belle et en même temps utilise la caméra derrière, ça fait un Ah oui, meilleur oui, angle, oui, et de la multiplication des gens qui se changent et qui D'accord. s'habillent et autres. Je trouve que sur ça, elle était bien utilisée. Oui, non, mais ça amène des gags forcément qui sont pertinents, qui marchent et tout. Ouais, carrément. Après, qu'est-ce que ça apporte de plus dans la forme filmique? Enfin, à part montrer qu'effectivement, bah, c'est une autre génération et qu'aujourd'hui on a un portable vissé dans la main, ok, mais Ouais, et du coup, je pense au passage de la danse de Noël. Et en fait, pendant ce talent show, t'as tous les élèves qui font leur propre numéro. Et le truc des plastiques, c'est de faire leur chanson de Noël récurrente, qui est dans l'original Jingle Bell Rock et dans le remake Rock Around the Pole. Et du coup, dans l'original, elles vont faire leur chorégraphie et Gretchen va taper le lecteur CD qui va faire Le foirer en lecteur fait la CD, ouais. chorégraphie. Et à partir de ça, Keddy va se dire ok, tout le monde connaît les paroles de cette chanson, donc je vais commencer à la chanter et tout le monde dans la salle va chanter. Du coup, elle sauve la Et situation. c'est grâce à ça qu'elle devient populaire après. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is the swell time to go riding in a one-horse sleigh. Alors que dans le remake, vu que Regina a pris un peu de poids par rapport au plan de Keddy pour la rendre impopulaire, bah elle va se casser la gueule pendant qu'elles essayent de faire une pyramide humaine. Ça va faire foirer le show et tout le monde va prendre des photos, va dire que oh, elle s'est cassée la gueule, elle est nulle.
Et du coup, par contre, derrière, oh, mais by the way, Katie, oh, putain, Queen Slay, elle était super bien habillée, elle dansait super bien. Mais du coup, elle a pas pris le contrôle de la situation. Donc, pourquoi, Ouais, en puis fait. surtout, en fait, ça aurait très bien pu être une autre. Bah, Karen ou Gretchen, Voilà. enfin, tu vois, Ça ça aurait pu être une n'importe autre qui d'autre, qui ouais. dansait bien Ouais, aussi. ouais, complètement. Il y a des manques de narration, je trouve. Et que ce truc de réseaux sociaux pallie pas forcément par rapport à ça. Et justement, bah, il y a le Burn Book, qui est le livre dans lequel les plastiques ont mis des photos de toutes les nanas du lycée et mis un commentaire méchant dessus. Et donc, ça faisait sens dans l'original, parce qu'en 2004, bon, bah, voilà, t'avais tes agendas où tes copines te mettaient des mots dedans, etc. Alors qu'aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus vraiment de sens, puisque tout le monde utilise les réseaux sociaux pour ça. Mais du coup, là où c'est malin, c'est que on nous explique que les filles, elles avaient décidé de faire ça à un moment, donc c'était une semaine où elles avaient toutes été privées de leur téléphone. Et donc, comme elles avaient rien d'autre à faire, c'est là qu'elles ont créé ce Burn Book. Donc bon, tu te dis pourquoi pas. Enfin, ça fait plus sens, ouais. Déjà, c'est la mère qui le retrouve. Elle est super fière de le présenter. Ah, regardez, c'est votre livre, vous avez marqué que des trucs ultra chauds sur les gens. Ouais, bah la mère, en même temps, bon... Personnage de la mère est too much, quoi. Oh chérie, je suis pas comme les autres mamans. Non, moi je suis une mère cool, avec si haut à cool. Hashtag toujours aussi canon. Ah, et d'ailleurs, je fais une mini digression, mais on est d'accord quand justement la scène avec les photocopies, t'as Regina qui se balade dans tous les couloirs là, et elle est placarde sur les couloirs. Exactement. Et je me dis, mais c'est marrant parce qu'elle le fait avec sa salive. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi sa salive? Parce qu'elle est colle et ça reste direct. Ça m'a trop perturbée. J'avais pas fait gaffe à ce détail, effectivement. Ouais. Voilà, c'est tout. Effectivement, elle fait des photocopies du Burn Book et elle les placarde partout dans le lycée pour que les gens tombent dessus et que ça crée une guerre. Alors que dans le remake, elle pose juste le Burn Book par terre et elle attend que quelqu'un tombe dessus. Et quand c'est le cas, tout le monde prend des photos avec son portable et se les envoie sur les réseaux. Donc c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte du rôle des réseaux à notre époque. Comment l'information, elle circule auprès de tout le monde, comment ça va créer des rumeurs, faire ou défaire une réputation. C'est ça. Et ça me fait même penser à la scène où Regina, elle se fait piéger par Katie quand elle est sur le terrain de football américain. Elle se prend un jet d'eau dans le visage. Et du coup, il y a tout son mascara qui coule, ça lui fait des yeux de panda. Et ça en devient une trend de TikTok où on adopte le wet look comme Regina. Et le truc, c'est que ça touche des gens qui sont même extérieurs au lycée. Donc là, on se rend vraiment compte à quelle vitesse ça se propage. Et que Regina, elle a un rôle d'influenceuse qui est beaucoup plus grand que dans l'original parce qu'il ne se limite pas qu'aux gens du lycée, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé des Regina? Est-ce que vous trouvez que les deux, entre l'original et le remake, elles sont les mêmes ou pas? Non, moi j'aime bien dans le remake parce qu'elle est vraiment méchante et ça se trouve bien avec sa musique où ça fait vraiment une vilaine de Disney presque. Complètement, ouais. Je sais pas, je trouve qu'elle fait un peu gourdasse dans le premier. Elle est juste mine, quoi, tu vois. Elle fait hypocrite, quoi. Ah, tellement, ouais. Le fait qu'elle calcule ses actions, parce que dans l'original, par exemple, il y a un moment, tu sais, où t'as Gretchen qui dit que Jason est en train de flirter avec quelqu'un, et du coup, tu dis, ah, c'est pas un problème, elle appelle la mère de la meuf avec qui il est en train de flirter, et elle dit... Oh, je suis Suzanne du planning familial. J'ai les résultats de sa prise de sang. Vous pourriez lui demander de me contacter dès qu'elle sera rentrée. C'est très urgent. Merci à vous. Alors que dans le remake, elle lui grogne juste dessus pendant la chanson, quoi. Donc en fait, t'as juste peur d'elle physiquement. Oui, c'est vrai. T'as pas peur d'elle d'un point de vue machiavélique. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils insistent, même dans les chansons et tout, sur le côté prédateur, alien. Ouais. Elle-même, elle dit qu'elle a le pouvoir, en fait, dans ses chansons. Elle veut juste qu'on la craigne et qu'on l'aime. Oui, elle est un peu plus nuancée au final et elle est moins archétypale. Et d'ailleurs, justement, je trouve que Rhaenyra prend tellement de place que ça efface Cady. De ouf. Autant dans l'original, je trouve le personnage principal c'est Cady, autant dans le remake, limite pour moi c'est Regina via Rhaenyra. Je suis d'accord. Mais parce que là t'es dans le cas de figure d'un personnage qui est plus fort que le reste du film. Que ce soit l'original ou le remake, t'as quand même un personnage tellement aux couleurs, tellement un peu parodique, mais en même temps charismatique, qui bouffe un peu l'écran. Alors si tu colles une ou deux actrices du coup qui arrivent à se dépatouiller avec ça, ça bouffe un peu le film, quoi. Mais après, ça joue aussi peut-être parce que, on pourra penser ce qu'on veut de Lindsay Lohan et de sa carrière en très, très grande dents de scie, mais elle est peut-être un peu mieux dans son personnage dans l'original que ne l'est l'actrice qui reprend le rôle dans le remake, qui est effectivement un petit peu plus fade et tout. Alors, j'ai rien contre elle, mais on la connaît pas beaucoup. Non, elle est un petit peu plus lisse, quoi. Là où Lindsay Lohan arrive probablement à mettre un peu plus de relief dans sa Katie. Alors justement, vu qu'on parle de Lindsay Lohan,
tant pis, on spoil, hein. Mais parlons de son petit caméo surprise. Ça vous a fait plaisir de la retrouver là, 20 ans après? Elle a la même tête. Elle a la même tronche qu'à l'époque. Ouais, moi, ça m'a fait plaisir. Après, elle fait effectivement que présenter le concours de maths et poser 3-4 questions. Oui, c'est un petit caméo. J'ai lu qu'en tout cas, il voulait effectivement essayer de faire pas mal de caméos et faire revenir d'anciens acteurs, enfin notamment les plastiques, mais qu'en fait ça a été compliqué alors, pour plein de raisons, mais notamment Rachel McAdams n'était pas très chaude avec cette idée-là. Du coup, elle n'a pas participé et en fait, finalement, aucune des actrices n'est revenue. À part Lindsay Lohan, qui a été payé $500,000 pour sa petite apparition. Là. Ouais. Bah, c'est bien, franchement. 500 000 pour 2 minutes 50 de scène. Et moi, je voulais revenir aussi sur la scène du talent show de Noël, parce que pour moi, c'est la scène la plus culte de l'original, et je trouve que la vibe, elle est complètement différente dans le remake. En fait, pour moi, ça vient du fait que dans l'original, les actrices, en général, elles font plus lycéennes lambda des années 2000, quoi. Elles sont pas spécialement sexualisées, et du coup, quand elles font leur danse ultra sexy avec leurs petites jupes courtes en plastique, on est limite aussi mal à l'aise que les parents dans la salle. Ah, mais trop. Ouais, tout à fait. Alors que dans le remake, elles sont déjà tellement sexualisées dès le début du film qu'elles se mettent à faire des pyramides, etc. Enfin, elles sont obligées d'en faire un petit peu plus dans leur numéro pour se démarquer un peu. Mais du coup, je trouve que la scène, elle perd vraiment de son intérêt, de sa saveur, et de ce que ça voulait dire peut-être aussi avec l'émancipation des Disney Girls de l'époque, etc. Et ça tombe complètement à l'eau dans le remake parce que, comme elles sont déjà tellement hyper sexualisé dès le départ. C'est marrant ce que tu dis parce que Jingle Bell Rock, tu vois, quand tu écoutes les paroles et tout ça, tu te dis ouais, c'est innocent, et là ça sexualise par rapport à leur danse. Alors quand tu vois les paroles de Rock Around the Pole, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Jump on that pole et tout ça, tu te dis ouais, quand même, il y a un petit truc derrière qui est un peu plus poussé. Rock, rock, rockin' around the pole. Rock that pole all night. J'ai l'impression que le remake tente de corriger un petit peu les aspects un poil problématiques dans l'original. Bah, il y a quand même beaucoup de sexisme finalement, grossophobie, de la grossophobie à travers quand même le personnage de Regina qu'on fait bouffer des barres chocolatées pour grossir, et en fait on insiste sur le truc que oui elle a grossi, enfin le body shaming en général, quoi, c'est assez présent dans le film original. Là-dessus sur Regina il y est toujours quand même. Ouais, mais c'est mais un petit peu moins, c'est amené un peu différemment. L'actrice de Regina, elle est pas ultra fine comme était McAdams au début. C'est un autre body, Et puis t'as pas ce truc où elle teste ses vêtements pour la truc de prom, tu sais, où non, on a que des tailles 1. Oui, on a la taille de 28 à 34. Bah voilà, exactement. Ah mais ça fait mal en vrai. Non mais oui, sur le blague du physique, il y a pas ça, même du coup la mère de Regina dans le premier, je sais pas si vous vous souvenez, mais Amy Poehler. Avec ses faux seins. Oh là là, oui. Bah oui, non mais après c'est Amy Poehler, qu'est-ce que tu veux, moi elle peut faire n'importe quoi, elle me fait marrer. Donc, pareil. Mais du coup il y a cette blague là sur le fait qu'elle a des faux seins, et donc du coup on prévient avant Katie que quand elle fait des câlins ça fait mal. Il joue vachement là-dessus sur le fait qu'il se fout un peu de sa gueule, il y a le petit chihuahua qui lui croque le sein, elle se rend pas compte, enfin il y a plein de trucs là-dessus. Ah oui putain, j'avais oublié ça. D'ailleurs pour faire cette scène là ils ont mis une saucisse cocktail dans son soutif pour que le chien Non, sérieux. Après les 100 dalmatiens où l'autre il s'était frotté des saucisses sur le visage. Tout ça c'est des mini gags qui font justement le sel, et où là où on voit que en fait l'écriture de Tina Fey vient du SNL, et qu'en fait elle a incorporé sa manière d'écrire des sketchs et d'avoir des tout petits segments complètement absurdes qui viennent parasiter en fait le film, la scène, ou un truc comme ça, où d'un coup tu dis mais qu'est-ce que je viens de voir là. On passe à autre chose. Tu vois, on s'attarde pas, moi c'est ça que j'aime bien. C'est très très drôle, et malheureusement c'est pas mal absent du remake qui joue beaucoup moins avec l'absurde. Du coup c'est un peu c'est vrai qu'elle est forte pour faire des gags derrière plein. Comme le cas à l'envers à la fin avec merde, je sais plus comment elle s'appelle. Sur Karen, elle fait son initiale sur sa poitrine miroir. en faisant un K en petit diamant. Elle se retourne, c'est inversé parce qu'elle devant le voilà. Mais dans le remake, elle a un collier avec écrit Karen, et elle le met à l'envers aussi, parce qu'elle le met dans son miroir. Et il y a une scène où on la voit. Il y a aussi un truc où elle filme des nanas qui font une choré. Alors c'est peut-être dans le générique. Oui, dans le générique de fin. Et en fait, elle est en train de filmer sa tronche, en train de réagir au truc. Et une tronche bien débile, quoi. Mais oui, pour en revenir au lissage que fait le remake, on peut peut-être parler d'inclusion, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'acteurs qui sont issus de communautés différentes. LGBTQ. En arrière-plan, on voit des mecs qui se roulent des pelles, on voit aussi des acteurs aux origines très variées aussi, contrairement à l'original où c'était très blanc américain, quoi. Ouais, t'as beaucoup de clichés aussi entre les communautés asiatiques, les communautés maths avec l'indien et tout ça et autres. C'est vrai que c'est un peu tendax quand même quand tu regardes. Les Shin Tok Tokés, les Shin Tok Top,
Les bombasses black qui se la tapent. Voilà, ça c'est dans l'original, mais du coup la même scène Ouais. dans le remake, c'est les sportifs, les obsédés sexuels musicos, les fonce-dés, mais il n'y a plus vraiment d'appartenance ethnique en fait. C'est plus social que racisé, j'ai envie de Et dire. ça pour le coup, tant mieux. Ah hein. ouais. Ils ont aussi enlevé l'intrigue du prof qui couchait avec son élève mineur. Ouais. Oh mais grave, c'était tellement too much. Ouais, ça c'est... Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon. Alors c'est dommage parce que ça se fait au détriment de l'acteur, parce que dans le remake c'est John Hamm qui joue le personnage. Ouais. Et, Et bah, donc, il on le voit n'existe très pas, peu, hein. quoi, au Il est là final. dans 3 scènes, je trouve ça hyper dommage de ne pas l'avoir exploité, C'est surtout dommage, qu'il ouais. est très drôle. Mais oui, c'était vraiment too much ce truc-là. Et pour rester sur l'inclusion, du coup, donc même au niveau de la sexualité, on disait qu'on voit beaucoup plus de membres de la communauté LGBTQ+. Et même Janice, là, du coup, dans le remake, elle est clairement identifiée comme étant lesbienne. D'autant que dans l'original, on est quand même sur un truc où en fait il y a une rumeur qu'elle est lesbienne, mais on le sait jamais vraiment, mais elle traîne avec un pote gay. Mais en fait à la fin, elle va quand même se mettre avec un mec sans que ce soit très précisé. Bon, c'est un peu, enfin voilà, le traitement à ce niveau-là est un peu léger. Ouais, c'est très très bof. Et rien à voir, mais du coup, c'est Lizzie Kaplan, qu'on connaît de la série Masters of Sex notamment, qui joue le rôle de Janice. Et à la base, il voulait pas la prendre parce qu'il la trouvait trop belle pour le rôle. Ouais, c'est un peu triste, mais bon. Alors par contre, ils l'ont quand même Ouais. enlaidi. Ils ont dit justement des coiffures un peu dégueu, le côté un peu émo et tout Ouais. ça pour essayer de l'enlaidir un max. Mais bon, déjà d'une, ça marche pas trop De et ouf. je trouve que c'est très bien justement Oui, mais d'avoir ça, pris tu une sais, c'est nana. le trope des Ouais. films, des teen movies des années 80, Pourtant, elle a pas de 90, lunettes. 2000, de ce truc de prendre une jolie actrice, mais de lui mettre une coiffure un peu too Ouais, much, ouais. des lunettes, C'est ça. une salopette. Et c'est une scène qui me fait beaucoup marrer dans un film un peu pourri, mais Oui, c'est Sex je sais plus comment Academy, il je s'appelle crois. d'ailleurs. Il y a Non. une Betty. parodie des teen movies, Ouais, Sex c'est Academy, Sex voilà. Academy, ouais. Où t'as Ah ce oui. truc où vraiment ils disent waouh, on va en faire la reine du bal de fin Ouais. d'année. Non, mais tu vois, en fait, c'est hyper simple. Il suffit de la recoiffer, de lui enlever ses lunettes, de lui enlever sa salopette. Et elle est Et tout, calme. et c'est très con, Ouais. mais c'est exactement ça. Les mecs se faisaient pas chier à l'époque. Ouais, c'est drôle. Mais j'ai lu une interview de Tina Fey. Elle s'est expliquée pourquoi, en fait, elle avait un peu gommé l'aspect mean de Mean Girl et que c'était pas forcément pour faire un truc plus politiquement correct à la base, mais plus parce que, comme les personnages d'aujourd'hui évoluent dans l'époque d'aujourd'hui, bah, ils sont obligés en fait de s'y faire. Donc par exemple, à la toute fin du film, quand tout le monde doit faire son mea culpa sur ce qu'ils ont fait de mauvais, etc. Dans l'original, Regina, elle tacle Janice en disant Oh, quelle chance, vous imaginez son bonheur? Elle va plonger dans une marée humaine de filles. Et Tina Fey, elle dit, dans le remake, on n'aurait pas pu dire ça, parce que si Regina avait fait exactement la même blague, tous les autres autour lui auraient dit, mais attends, t'es complètement homophobe, et lui serait tombé dessus. Bah, c'est ça, ouais. Ouais. Donc je trouve ça assez malin, en fait, comme justification de sa part. Après, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça devient un film qui est trop plein de bons sentiments, quoi. C'est presque trop cucu, beaucoup plus que dans l'original, au final. Après, à la fin, on a quand même un truc un peu moralisateur. C'est ce que je trouve Oui. un peu dommage dans l'original. Oui, mais je trouve que c'est encore plus appuyé dans le remake, puisqu'à la fin, c'est carrément Damien Oui, et Janice oui, oui. qui viennent te redire la morale à la toute fin du Ouais. film, Ouais, alors qu'on ouais, l'a ouais, déjà tout à eu fait. par Ouais. Tina Fey, tu vois. Je pense que c'était pas utile forcément de revenir dessus. Ouais, carrément. Et Ouais. ça, ou même Regina qui à la fin s'excuse de son comportement, elle aime tout le monde, donc même s'ils essayent de justifier ça par le fait qu'elle est sous médicaments... C'est marrant ce que tu dis parce que j'aime bien ce côté un peu où les personnages se confondent. Bon, après, oui, c'est un peu facile comment elle s'excuse, mais je préfère presque ça au discours magique qui fait que tout le monde se devienne gentil, quoi, à la fin du Bah premier. moi, à la fin, je trouve pas du tout qu'elle devienne gentille. Tu vois, Regina, à la fin, elle se fait renverser, du coup, tout le monde l'aime à nouveau, et en fait, on la voit juste dans son lit, avec les gens qui la kiffent, mais il n'y a pas de pardon, en fait. Il n'y a pas une véritable rédemption. D'autant qu'elle dit qu'elle est passée à autre chose, elle s'est mise à faire du sport. Je sais plus Oui. s'il joue au jeu de la crosse ou un truc comme Oui, ça. c'est Et ça, du c'est coup, de la elle est vénère, crosse, ouais. elle défonce ses adversaires. Ouais, elle défonce. Voilà. Elle met Ouais. sa rage autre part, quoi. Et pareil, Karen, qui est complètement débile, là, et qui parle de ses seins, parce que ses seins peuvent deviner la météo et tout ça. Bon, c'est rigolo, elle devient, Ah oui, du oui, coup, oui. une reportrice Ouais. météo. Et en se tripotant les seins. Ouais, en se tripotant les seins. Bon, voilà, pareil, Ouais. c'est au moins on va à fond dans le personnage, c'est-à-dire qu'aucune n'a changé. Ouais. Bon, Ouais. à la fin, on voit les nouvelles plastiques, donc c'est juste des nanas qui sont plus jeunes qui arrivent. Et la petite morale de fin avec Katie qui dit sinon on peut les pousser sous le bus. Non, just kidding, elle rigole, mais en fait, encore une fois, c'est encore un petit truc qui montre que c'est Elle un en peu pense pas impertinent, alors que
dans la comédie musicale, ça se termine en mode on est tous gentils. Et d'ailleurs, ils ont un problème, les bus aux États-Unis. Parce que c'est censé ralentir un peu. Ah oui. C'est clair. Non, mais des bus qui roulent à 70 km/h devant l'école, non, ça n'arrive pas. Non, c'est un vrai souci. C'est ma théorie que, en fait, les choses se passent dans la même timeline de 20 ans après dans la vraie vie. Parce qu'à la fin du premier, tu sais, t'as les plastiques nouvelle génération qui passent devant elle et tout ça. Ouais, et en fait, pour moi, la même chose se répète chaque année. Oui, et aussi la relation entre le proviseur et la prof de maths. Oui. Où en fait, ils se charmaient entre eux quand au début, et 20 ans plus tard, ils revivent la même situation, mais ils sont mariés. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, dans le remake, on voit une photo du proviseur, donc lui-même dans le bureau à l'époque du premier, comme si c'était une continuité, 20 ans après. Et il y a même un nouveau diplôme qui est accroché au mur, qui n'y avait pas dans l'original, donc ça alimente vraiment la théorie de la suite. Mais par contre, l'incohérence, c'est que personne ne parle du premier Burn Book qui est arrivé il y a 20 ans. Puis surtout, 20 ans plus tard, des écoliers arrivent à l'école en portant exactement les mêmes noms. Non, mais c'est quand même complètement improbable. Mais bon. C'est une pseudo-théorie d'évolution, tu vois, comme quoi les cycles se répètent, ça évolue pas. T'as toujours les mêmes groupes qui se font, t'as toujours les mêmes situations, t'as toujours les mêmes dramas de bullying et tout ça. Oui, carrément, ouais. Bon, pour conclure, vous avez préféré quelle version ? La première, parce que le truc, c'est que il est devenu culte, en fait, le premier. Et le deuxième, je sais pas s'il deviendra aussi culte, parce que j'ai l'impression que c'est un film comme beaucoup d'autres qui en sortent. Et j'ai pas l'impression qu'il se démarque par quoi que ce soit, en fait. Après, c'est une question de génération. Moi, il m'a plus marqué, on va dire, l'original que le remake. Mais parce que tu connais les actrices... L'humour de Tina Fey me fait toujours rigoler beaucoup. Et par rapport au remake, ça me parle moins, on va dire, le côté génération TikTok avec les trends et tout. Ouais, pareil. Après, je trouve que c'était quand même une idée intéressante de partir sur la comédie musicale, mais comme je le disais au début, moi, c'est les chansons qui m'ont un peu moins marquée. Je me suis moins sentie embarquée que l'original, ouais. Moi, j'ai pas trop le sentiment que ce soit une histoire de génération. Dans l'original, on a une espèce de dissection un peu cruelle du microcosme lycéen, de la dureté, de l'absurdité de tout ça. Et du coup, la charge critique est plutôt cool. Du coup, c'est drôle, même si la morale reste un peu réchauffée. Là, dans le remake, je trouve qu'il y a un truc assez bancal. J'ai des musiques et un scénario qui s'assemblent pas hyper bien. Et puis, il y a un truc qui m'a dérangé, moi, c'est le script et certaines situations reprises à la virgule près. J'ai trouvé ça paresseux. Pour des acteurs comme Tim Meadows là, qui joue le proviseur, à chaque fois qu'il intervient, il rejoue quasi exactement la même scène avec la réplique identique. Et du coup, je dis, moi, je vois un acteur qui s'emmerde en fait. Il y a quand même un peu un côté fanservice à offrir aux gens qui sont fans. Moi, ça m'a pas choqué. Et... Oui. En fait, juste moi, ça me donne quand même un peu l'impression que ce remake ne fait un peu que célébrer son propre mythe. Oui. Il est pas mauvais, ce remake, mais il manque le côté impertinent parce que beaucoup de choses ont été gommées. Alors peut-être pour le bien aussi, mais voilà, il manque un petit truc un peu plus piquant qui fait que je me suis vraiment marrée, parce que là, j'avoue que j'ai un peu trouvé le temps long devant. Ok. Moi, à l'inverse, je partais avec des gros a priori, parce que Lolita malgré moi, pour moi, c'est vraiment un film culte. Donc, en faire un remake, j'étais pas super chaude. Le seul truc qui me rassurait, c'est que c'est l'équipe de Tina Fey qui était derrière. Et donc, j'ai été agréablement surprise quand je l'ai vu, parce que je trouvais que c'était relativement fidèle quand même à l'original, que ça gommait aussi un peu quelques aspects problématiques du film original. Les chansons, elles sont sympas, la photo est plutôt bien travaillée, c'est assez beau. Par contre, c'est vrai que malheureusement, au niveau du ton, on n'y est pas du tout, quoi. Ça n'a pas du tout le piquant de l'original. Donc, sans surprise, j'ai largement préféré l'original, quoi. Ok. Bon, eh bien, merci à tous les trois pour votre participation. Merci Cynthia. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt.